Donc le mésothéliome pleural malin, c'est une tumeur très agressive qui se développe à partir des cellules mésothéliales, souvent au niveau de la plèvre, très rarement au niveau du péricarde ou au niveau du péritoine. Alors le lien de causalité avec l'amiante ne fait plus aucun doute, mais de plus en plus on parle de facteurs génétiques, notamment la perte d'expression d'un gène répresseur, le BAP1, qui serait à l'origine de certains cas de mésothéliome pleural malin familiaux. Alors l'incidence, c'est loin d'être en baisse, donc elle est très variable selon les régions, mais plus élevée chez l'homme que la femme, et elle est en nette augmentation et on s'attend à une véritable exposition d'ici 2030. Alors voici les... Alors en termes d'incidence, voici donc les 3 pays qui ont le plus d'incidence en termes de mésothélial pleural malin. C'est la Grande-Bretagne et l'Australie et les Pays-Bas. Et vous allez voir que, raison pour laquelle la majorité des grands travaux des essais contrôlés randomisés ont été conduits en Grande-Bretagne. Alors, ça reste une tumeur globalement incurable dans la majorité des cas et que la survie globale, elle stagne, elle est aux alentours de 12 à 22 mois, malgré quand même les progrès en termes d'investigation et surtout en termes d'essais thérapeutiques, notamment pour les formes très avancées sur le plan chimiothérapie et de plus en plus immunothérapie. Alors la prise en charge du mésothéliome pleural malin, d'abord le volet diagnostique et puis les traitements avec d'abord les traitements à visée loco-régionale et les traitements systémiques. Alors sur le plan diagnostique, il n'est pas recommandé de faire le diagnostic sur une simple cytologie pleurale, sauf si on est dans le cadre d'une rechute ou bien pour faire le diagnostic d'une évolution métastatique. Il faut limiter les ponctions pleurales au maximum afin d'éviter l'apparition des nodules tumoraux de perméation. La biopsie pleurale à l'aveugle, elle n'est pas recommandée en première intention pour faire le diagnostic, d'une part du fait de son faible rendement, mais également parce qu'elle ne permet pas un staging. Alors celle-ci, elle peut être proposée en première intention lorsque la thoracoscopie est contre-indiquée. Alors justement, la thoracoscopie, c'est l'examen de première intention et qui doit être proposé en cas de suspicion de mésothéliome parce qu'elle est associée à une rentabilité très importante. Elle permet le diagnostic moyennant des biopsies donc de grande taille sous contrôle de la vue, des biopsies profondes. En plus, elle permet de faire le staging en étudiant bien la cavité pleurale, l'éventuelle atteinte du diaphragme. Et elle peut également servir pour faire une pleurodèse d'emblée lorsque la pleurésie elle est importante, sauf si on n'est pas sûr du diagnostic ou que derrière il y a une éventualité d'une chirurgie radicale. À ce moment-là, on ne va pas faire de pleurodèse d'emblée. Alors, quand le patient n'a pas de pleurésie et que la présentation, c'était plutôt des nodules pleuraux, à ce moment-là, on peut faire des biopsies guidées soit par le scanner ou l'échographie thoracique. Alors, le diagnostic sur le plan anatomopathologique n'est pas du tout facile. Il faut qu'il soit réalisé par un expert en mésothéliome. Et parce que c'est un diagnostic difficile du fait du spectre morphologique très étendu du mésothéliome. Il faut qu'il soit validé, en tout cas par un expert, et à l'échelle internationale, il y a des réseaux donc, pour valider ce diagnostic. Par exemple, en France, ils ont le NetMéso, qui est un réseau national pour valider donc, le diagnostic de mésothéliome. L'immunohistochimie a un apport incontournable, donc elle est obligatoire pour faire le diagnostic et il faut utiliser donc, 2 marqueurs avec une valeur prédictive positive, valeur plutôt positive, diagnostic positive, à savoir la calritinine et le CK5 et 6, et 2 marqueurs qui ont une valeur négative pour le diagnostic du mésothéliome, à savoir le TTF1 et l'ACE. Alors, on distingue 3 entités en fait. Il y a l'épithéloïde, la forme qui est majoritaire, 70%, il y a la forme sarcomatoïde, 10%, et il y a le biphasique. Et plus la composante biphasique elle est importante, plus le diagnostic et le pronostic il est mauvais.
Je croyais que j'ai fait un test d'entraînement et que ça marchait bien, mais finalement, je ne vais pas m'échapper finalement. Alors, sur le plan imagerie, pour le bilan d'extension, proposer le minimum de bilan pour un patient qui peut être candidat à un traitement, c'est un scanner thoraco-abdominal. Puis, les autres examens complémentaires qu'on va proposer vont dépendre en fait des possibilités thérapeutiques. Et si notre patient il est candidat à un traitement, à un éventuel traitement radical, à ce moment-là, il faut compléter par un PET scanner. Alors, le PET scanner, c'est surtout pour éliminer les métastases à distance qui peuvent être infracliniques ou infraradiologiques et l'atteinte ganglionnaire médiastinale. Et il faut savoir que, contrairement au cancer du poumon, le PET scanner, en termes d'atteinte ganglionnaire, notamment médiastinale, il peut parfois donc ne pas être concluant du fait de l'envahissement possible des ganglions médiastinaux, d'où l'importance en fait pour les patients qui sont candidats à un traitement chirurgical de compléter par d'autres examens afin d'éliminer formellement une atteinte ganglionnaire, à savoir les biopsies ganglionnaires transbronchiques ou transœsophagiennes, parce que si c'est le cas, le patient ne pourra pas être candidat à une chirurgie radicale. D'ailleurs, raison pour laquelle certains auteurs poussent vers même la médiastinoscopie pour s'assurer que le patient n'a pas d'atteinte ganglionnaire pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie radicale. Alors, pour les patients également qui sont d'éventuels candidats à un traitement radical par chirurgie, il est recommandé de compléter par une IRM cérébrale et de s'assurer de l'absence d'atteinte contralatérale et surtout sous-diaphragmatique. On a même ceux qui poussent vers une VATS contralatérale, voire même une laparoscopie. Alors, ce bilan, en fait, il va nous permettre de classer notre patient. Alors, la classification qui est utilisée, donc TNM, qui est utilisée pour qui est utilisée actuellement, c'est la 8e édition TNM. Donc, et les deux principales modifications par rapport à l'édition précédente, il y a eu en fait deux changements. Le premier changement, c'est concernant le T1. Et on n'a plus de T1A et de T1B. Donc, on regroupe en fait au même groupe de patients l'atteinte pariétale et viscérale, la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, et que de toute façon, il n'y a pas de distinction pronostique entre les deux, et que cliniquement, c'est très difficile de faire la part des choses donc sur l'atteinte plèvre pariétale ou viscérale. Le T, sinon les autres donc groupes, donc c'est la même chose. Avec T3, c'est des tumeurs localement avancées, potentiellement résécables, et les T4, c'est des tumeurs localement avancées qui ne sont pas résécables. Alors, le deuxième grand changement, en fait, ça concerne le N, et on n'a plus, en fait, de N1, N2, N3, on n'a que N1 et N2. Le N1, c'est les ganglions thoraciques homolatéraux, et le N2, c'est les ganglions thoraciques contralatéraux, éventuellement les ganglions susclaviculaires homo- et contralatéraux. Alors, cette classification va permettre, en fait, de distinguer ces stades en tout. Et vous voyez, ce qui est en mauve clair, le stade 1A, ce sont pratiquement les seuls patients pour qui on peut proposer un traitement chirurgical radical dans le cadre d'une approche multimodale. Sinon, pour les autres stades, même localisés, les 2 et les 3A, il faut vraiment les sélectionner au cas par cas. Alors, actuellement, on s'intéresse de plus en plus à d'autres aspects, à une quantification volumétrique sur le scanner, en fait, et on propose d'étudier donc le volume tumoral et surtout l'épaississement susurral. Et puis, en fonction de ces deux paramètres, il propose donc une stadification, vous voyez, en 4 stades selon le volume tumoral et l'épaisseur susurale, dont l'épaisseur maximale elle est de 5 mm. Et vous voyez ici, on fait une corrélation entre la classification pronostique en fonction des stades sur la classification clinique, le CTNM et la classification volumétrique. Il y a une différence. Mais sur le plan pratique, ceci n'est pas encore recommandé, et donc on continue à faire la classification selon la 8e édition du TNM. Alors là, c'était succinctement sur le plan donc diagnostic. Alors maintenant, sur le plan traitement, pour les traitements locaux régionaux, bien sûr, le premier traitement locaux-régional, c'est la chirurgie. Alors, la chirurgie dans le mésothéliome pleural malin, elle peut être proposée dans 3 volets différents.
Le premier volet, c'est purement donc palliatif et c'est pour contrôler un épanchement pleural récidivant en réalisant une pleurodèse, peut-être d'emblée lorsqu'on fait la thoracoscopie initiale, ou bien pour permettre l'application de certaines thérapeutiques en intrapleural. Et enfin, une chirurgie, entre guillemets, radicale. Donc, c'est pour effectuer une cytoréduction tumorale maximale. Et donc, l'objectif finalement de cette chirurgie, c'est une résection macroscopiquement complète. Donc, on ne parle plus de R0, mais plutôt de R1. Alors, les deux grandes modalités en fait chirurgicales utilisées, c'est la pleurectomie décortication et la pneumonectomie extrapleurale. Tout en sachant que la pleurectomie décortication peut être déjà élargie. Alors ça, c'est les principales techniques chirurgicales qu'on peut utiliser. Donc en haut à gauche, c'est la pleurectomie partielle qui consiste en fait à enlever une partie donc, de la plèvre donc, malade, pariétale et viscérale. La deuxième à droite, donc en haut à droite, donc c'est la pleurectomie décortication qui consiste à enlever et la plèvre pariétale et la plèvre viscérale en laissant en place le poumon. En sachant donc la troisième qui est en gauche en bas, c'est la pleurectomie décortication pour dire qu'elle peut être élargie en emportant une partie de la plèvre du diaphragme, une partie du péricarde. Et enfin, en bas à droite, c'est la pneumonectomie extrapleurale qui enlève en fait en bloc et la plèvre pariétale et la plèvre viscérale et le poumon et le diaphragme et le péricarde. Chacune de ces techniques a ses avantages et ses inconvénients. Pour la pneumonectomie extrapleurale, elle permet en fait une cytoréduction maximale et donc elle va limiter, elle va permettre en fait, elle va faciliter également la radiothérapie post-opératoire. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer donc le volume à irradier et donc par conséquent on va diminuer les toxicités de la radiothérapie post-opératoire. Alors parmi les inconvénients majeurs de cette technique, donc c'est le fait d'altérer considérablement la qualité de vie, d'être associé à une morbimortalité périopératoire importante sans pour autant augmenter la survie de manière significative. Pour la pleurectomie décortication, son avantage majeur, c'est de permettre de contrôler les symptômes tout en gardant une bonne qualité de vie et une bonne fonction cardio-respiratoire. Par contre, comme elle est moins cytoréductive, donc on va laisser le poumon donc en place et le poumon en place, donc le risque de récidive loco-régionale, il est beaucoup plus important. Et un autre inconvénient également, quand on va laisser le poumon homolatéral en place, donc le volume tumoral irradié lorsqu'une indication à la radiothérapie adjuvante est là, donc est très important. Par conséquent, les toxicités sont très importantes. Alors, est-ce que finalement la chirurgie à visée curative a encore de la place en 2022? Alors, pour répondre à cette question, il y a eu l'essai Mars qui a été conduit entre 2005 et 2008 et en fait c'est pour dire Radical Surgery for Malignant donc Mesothelium. Donc vous voyez 112 patients qui ont été confirmés bien sûr éligibles à un traitement trimodal. 50 patients ont été randomisés après une chimiothérapie néoadjuvante. Alors la moitié a pu avoir une chirurgie, à savoir une pneumonectomie extrapleurale. L'autre moitié des patients n'a pas eu de chirurgie. Et pour les patients opérés, ils ont eu une radiothérapie hémithoracique. Et regardez les résultats en bas. Donc, concentrez-vous sur ce qui est surligné en rouge. Finalement, la pneumonectomie en jaune, la pneumonectomie extrapleurale, finalement, on n'améliore pas les choses puisqu'elle est associée à une survie médiane de 14,4 mois, alors que les patients qui n'ont pas eu de chirurgie, donc ils avaient une survie médiane qui est plus importante finalement. Et puis, la mortalité périopératoire était importante. Alors puis donc en voyant un peu les méta-analyses concernant la place du traitement chirurgical radical dans le mésothéliome pleural manaille, on a deux. La première méta-analyse en 2004 et vous voyez, elle a démontré clairement que avec les patients qui ont eu une pneumonectomie extrapleurale comparée aux patients qui ont eu une pleurectomie décortication, donc avaient significativement une mortalité opératoire et périopératoire plus importante.
Deuxième méta-analyse, c'est celle de 2019 qui a en fait confirmé la même chose, que finalement, les patients qui ont eu une pleurectomie décortication avaient une mortalité significativement inférieure à ceux qui ont eu une pneumonictomie extrapleurale ou bien une pleurectomie décortication élargie, et les complications étaient plus importantes, alors que la survie finalement était équivalente entre la pleurectomie décortication élargie et la pneumonictomie extrapleurale. Donc, au vu de toutes ces données sur la place de la chirurgie radicale dans le mésothéliome pleural malin, donc là, c'est les différentes recommandations européennes, américaines, que ce soit de 2018, 2020 pour l'ERS et 2022 pour les dernières recommandations donc, françaises. Donc, que la chirurgie pour vraiment proposer un traitement chirurgical radical, il va falloir réaliser un bilan préthérapeutique exhaustif, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut que ça soit discuté en RCP, discuté et validé en RCP. C'est finalement les patients de stade 1A et peut-être quelques patients du stade 2 et 3A, mais c'est des patients qui sont très sélectionnés puisqu'ils doivent avoir un âge inférieur à 60 ans, ils doivent avoir un bon PS, pas de comorbidité ou très peu, en tout cas une bonne fonction cardio-respiratoire. Il faut que ça soit une histologie de type épithéloïde et puis plutôt privilégier donc la pleurectomie décortication que la pneumonictomie extrapleurale, et que finalement cette chirurgie, elle ne doit pas être seule, en tout cas parce qu'elle est insuffisante, elle ne peut se concevoir que dans le cadre d'un traitement multimodal. Alors, on a actuellement en Grande-Bretagne l'essai Mars 2 qui est en cours pour finalement répondre à la question encore, est-ce que la chirurgie radicale a toujours de la place dans le mésothéliome? Alors ça, c'était le volet finalement radical de la chirurgie, mais il y a également le volet palliatif. Le volet, donc une chirurgie à titre palliatif peut être à type de pleurectomie décortication ou bien de pleurectomie partielle. Elle va permettre de contrôler les symptômes, d'améliorer la fonction respiratoire tout en préservant une qualité de vie. Donc il peut s'agir également d'un talcage sous thoracoscopie qui reste la méthode de référence, quoique un talcage, une pleurodèse via le drain thoracique donne à peu près la même chose. Et d'ailleurs, quand on a comparé la pleurectomie partielle donc avec la pleurodèse via un drain thoracique, donc on s'est rendu compte que les résultats étaient équivalents en termes de récidive, de contrôle de l'épanchement et en termes de complications qui étaient finalement moindres avec le drain thoracique. Sachez que la symphyse pleurale par talcage donc, doit être systématiquement proposée si l'épanchement pleural il est symptomatique, sauf si une chirurgie radicale donc, est prévue derrière, ou si on n'est pas certain du diagnostic, là, à ce moment-là, il n'est pas recommandé de faire une symphyse pleurale. Alors, deuxième traitement avisé, donc d'abord si je résume donc la place de la chirurgie, elle a très peu de place, en tout cas la chirurgie radicale, il faut que ça soit une approche, dans une approche multimodale chez des patients très sélectionnés. Donc la radiothérapie dans le mésothéliome pleural malin peut être indiquée pour contrôler la douleur, donc à visée antalgique. Elle peut être également proposée dans une approche radicale, soit en adjuvant après la chirurgie, donc afin de diminuer les récidives locaux-régionales, et du fait de la toxicité importante qui est en fait secondaire au volume tumoral important à éradier, actuellement on recommande les techniques, les nouvelles techniques telles que la radiothérapie par modulation d'intensité afin de limiter au maximum les complications de la radiothérapie. Également, ces indications doivent être discutées et surtout validées en RCP. Enfin, le troisième volet de la radiothérapie dans le mésothéliome pleural malin, c'est la radiothérapie prophylactique dans les suites d'un geste pleural, une thoracoscopie ou un drainage, pour diminuer l'apparition de nodules tumoraux de perméation. Et là également, les recommandations sont controversées. Alors, si on s'intéresse à la radiothérapie dans une approche donc radicale, dans le cadre d'un traitement multimodal, là les études ont montré clairement que en termes de survie globale, c'est beaucoup mieux quand on associe la radiothérapie à la chirurgie. Et voyez la dernière ligne, les patients qui ont pu compléter donc la radiothérapie après la chirurgie, la survie donc médiane, elle passe de 16-20 mois à 29-30 mois. Donc, c'est considérable chez ces patients.
Par contre, vous voyez donc le taux de patients, le pourcentage de patients qui ont pu compléter ce traitement, c'est uniquement 53%, parce que généralement, c'est des schémas très lourds et que généralement, les patients ne supportent pas donc de faire et la chirurgie, et la chimio, et la radiothérapie. Alors, une autre façon de proposer la radiothérapie, c'est de la réaliser en préopératoire. Donc là, c'est l'essai SMART, en fait, Surgery for Mesothelioma After Radiation Therapy. Et donc, vous voyez que c'est un essai qui a été donc, réalisé en Grande-Bretagne. Et donc, ils ont en fait, chez des patients qui ont un mésothéliome pleural confirmé, donc classé au maximum CT1, T2 ou T3, N0, M0, ils ont irradié en premier, puis ils ont proposé une chirurgie et éventuellement pour les patients PN2, ils ont complété par une chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur les résultats? Que la survie, quand même, elle est assez importante puisque à 3 ans, on a 58% de survivants et que la survie globale, elle est de 36 mois. Alors maintenant, si en plus le patient a une histologie de type épithéloïde, vous voyez que les choses sont beaucoup mieux puisque la survie à 3 ans, elle est de 84% et que la survie globale médiane, elle grimpe de 36 mois à 51 mois. Donc là, c'est une autre façon de faire donc l'approche multimodale, c'est de proposer une radiothérapie puis une chirurgie. Alors voici donc au vu de toutes ces données donc d'études, donc les recommandations actuelles en 2022. Donc c'est clair que la radiothérapie adjuvante à la chirurgie donc diminue les rechutes locales. Elle doit être réalisée par une équipe experte et surtout validée en RCP. Il faut toujours favoriser les techniques innovantes pour diminuer au maximum les toxicités de la radiothérapie, au mieux dans le cadre des essais cliniques. La radiothérapie néoadjuvante actuellement pas en dehors des essais cliniques. Et pour les Britanniques, alors la question est résolue, pas d'indication à la radiothérapie du tout. Alors, la radiothérapie prophylactique également est sujet à controverse, alors que les Américains et l'ERS et la BTS, ils se positionnent carrément contre, parce que les essais ont montré que finalement, en appliquant une radiothérapie prophylactique, ne diminue pas le risque d'apparition de nodules de perméation. Pour les Français, il y a quand même une possibilité, donc ils laissent la possibilité donc, de réaliser une radiothérapie prophylactique dans les suites d'un geste pleural. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont en fait critiqué les études qui ont été réalisées sur la radiothérapie prophylactique. Finalement, il y a beaucoup de biais. Ils ont jugé l'apparition des nodules tumoraux de perméation dans les 6 mois qui suivent la radiothérapie. Or, en vraie vie, la majorité des nodules de perméation tumoraux apparaissent après les 6 mois d'application de la radiothérapie. Donc là, c'est donc un billet dans ces études et donc c'est possible de proposer donc ce geste, mais il ne faut pas dépasser les 6 semaines après un geste de talcage, thoracoscopie pour l'appliquer. Alors, le traitement systémique, chimiothérapie et de plus en plus l'immunothérapie, donc de 2003 à 2016, c'est uniquement finalement la chimiothérapie. Et puis de 2016 à 2020, il y a eu beaucoup de nouveaux concernant l'apport de l'immunothérapie en matière de mésothéliome. Alors, la place de la chimiothérapie a été finalement basée sur ce fameux essai qui a comparé donc, chez des patients non opérables, l'apport du doublé cisplatine pémétrexède par rapport à une monochimiothérapie par cisplatine et que finalement, vous voyez, le doublé fait beaucoup mieux par rapport à la monothérapie, donc 12,8 mois versus 9 mois, de même en termes de survie sans progression, donc d'où actuellement la chimiothérapie de référence dans le mésothéliome pleural malin, c'est cisplatine pémétrexède, et si on ne peut pas proposer le cisplatine, carboplatine peut être également proposé, tout en sachant que le taux de réponse il est inférieur par rapport au cisplatine, mais globalement on est sur les mêmes chiffres de survie globale et de survie sans progression. L'autre alternative, quand le PS est très altéré, on peut proposer une monochimiothérapie, pémétrexède, gemcitabine ou vénorelbine. Alors puis, une fois qu'on a prouvé l'apport du doublé cisplatine pémétrexède, on a exploré donc l'adjonction d'un anti-angiogénique, le bevacizumab, en association avec ce doublé cisplatine pémétrexède. Et là,
les résultats ont montré que le fait d'associer bevacizumab avec cisplatin pemetrexed, ça améliore les résultats en termes de survie sans progression et de survie globale, moyennant des effets secondaires qu'on peut globalement gérer. Alors, suite à cet essai MAPS2, donc les recommandations ici d'NCCN 2018, vous voyez donc en première ligne de traitement, c'est le doublet cisplatin pemetrexed et on voit apparaître également bevacizumab en association avec platine pemetrexed et on peut le continuer en maintenance, donc jusqu'à progression ou toxicité non tolérée. Non, c'est pas le haut, il faut le pointer là-bas. Alors, la chimiothérapie, la question est claire. Donc, chimiothérapie de référence, c'est cisplatin pemetrexed. Et là, on a voulu voir est-ce qu'on peut améliorer la situation chez ses parents, chez ses patients. Donc, le principe, comme on l'a vu hier, c'est de pouvoir donc contrôler ce phénomène d'échappement au contrôle immunitaire antitumoral. Donc, le principe, c'est d'aller cibler donc certaines molécules, donc certains antigènes, qui, dont la liaison à leur ligand, en fait, va entraîner un échappement à la réponse immunitaire antitumorale. Donc, en gros, on peut cibler donc, le CTLA4 par des anticorps monoclonaux anti-CTLA4. CTLA4, je rappelle, c'est le cytotoxic T lymphocyte antigène. Lorsqu'il se fixe à son ligand, le B7, il va entraîner un échappement à la réponse immunitaire antitumorale. Et donc là, on peut utiliser donc, des anticorps anti-CTLA4, l'ipilimumab ou bien le tremelimumab, ou bien en ciblant le PD1, le PD1 c'est le programme DEF1, ou bien son ligand, le PDL1. Alors les anti-PD1 les plus utilisés, c'est nivolumab, mais également pembrolizumab, et les anti-PDL1, c'est surtout le durvalumab. Alors voici un tableau qui résume finalement tous les essais qui ont été réalisés avec l'immunothérapie en matière de mésothéliome. D'abord, c'était essentiellement l'immunothérapie en deuxième ligne, voire troisième ligne de traitement, mais actuellement, on est en train d'explorer l'apport de l'immunothérapie en première ligne de traitement. Alors, en deuxième ligne de traitement, je vous montre l'essai MAPS2. Finalement, c'est un essai qui a randomisé des patients qui ont un mésothéliome pleural malin, qui sont en échappement thérapeutique après une première ligne, voire deuxième ligne de traitement par chimiothérapie, et qui conservent un bon PS, relativement un bon PS. On les a randomisés en deux bras, un bras niveau seul et un bras niveau IPI, donc bi-immunothérapie, et ceci pendant jusqu'à progression aux toxicités avec un maximum de 2 ans. Et les résultats montrent que finalement la bi-immunothérapie niveau IPI fait beaucoup mieux que la mono-immunothérapie. Donc un taux de réponse de pratiquement 26% par rapport à 18% par rapport à la monoimmunothérapie. Et vous voyez que le taux de contrôle de la maladie peut être réalisé chez la moitié des patients. N'oubliez pas que c'est en deuxième ligne, voire même troisième ligne de traitement. Donc ça reste quand même assez intéressant. Les toxicités, surtout d'ordre digestif et cutané, et c'est majoritairement des toxicités grade 1 et 2. Alors, et suite à cet essai MAPS2, donc vous voyez que l'immunothérapie apparaît en deuxième ligne de traitement comme option thérapeutique à côté de la monochimiothérapie. Alors, l'immunothérapie puis en première ligne de traitement, c'est en fait les derniers résultats de l'essai Checkmate 743 qui s'est intéressé à l'apport, donc qui a comparé la bi-immunothérapie par rapport à la chimiothérapie. Donc, rapidement, pour les résultats, l'immunothérapie, la bi-immunothérapie fait mieux que la chimiothérapie. Et vous voyez ici, les résultats sont beaucoup plus intéressants lorsque les patients avaient une histologie de type non épithéloïde. Donc, les essais de l'immunothérapie en première ligne de traitement, et ça, c'est l'essai DREAM finalement, c'est un essai monobras qui a montré que le durvalumab, il donne des résultats très intéressants, donc en termes de survie globale et en termes de survie sans progression. Alors, voici les recommandations françaises sur le mésothéliome pleural malin en 2022. Et vous voyez qu'on fait une distinction, donc j'aurai bientôt fini, donc une distinction entre la forme épithéloïde et la forme non épithéloïde. Pour la forme épithéloïde, donc, on recommande la bichimiothérapie cisplatin pemetrexed.
pendant donc 6 cycles, éventuellement associer bevacizumab et pouvoir le continuer en maintenance. Sinon, c'est la bi-immunothérapie niveau IPI qui peut être proposée pour les patients qui ont une forme non épidéloïde. Comme on a vu que l'immunothérapie était très intéressante, donc vous voyez que les recommandations en 2022 donc, mettent en premier lieu la bi-immunothérapie. En deuxième ligne, tout dépendra de ce qu'on a proposé en première ligne. Ici, on était sur la chimio, c'est la monochimio ou bien l'immunothérapie, sinon c'est le contraire. Traitement intrapleuraux, retenez qu'actuellement, dans d'essais cliniques, ils n'ont pas de place. Donc, j'arrive à la conclusion pour vous mettre finalement l'algorithme proposé en 2022. Si on suspecte un mésothéliome pleural malin sur les données du scanner thoracique, donc ça c'est les recommandations françaises de 2022. Donc la thoracoscopie en première donc, intention pour confirmer le diagnostic, puis le bilan d'extension proposé minimal, c'est le scanner thoraco-abdominal. Les autres explorations vont dépendre en fait du traitement potentiel qu'on va proposer. Donc retenez que pour les patients qui sont des candidats potentiels à une chirurgie, il faut un bilan très thérapeutique exhaustif. Si le patient paraît localisé et potentiellement résécable, donc vous voyez que les résultats, finalement, toujours favoriser les essais cliniques si c'est possible, ça c'est pas possible chez nous. Et puis, finalement, la chirurgie, toujours dans le cadre d'une approche multimodale. Si le patient, au bout de ce bilan, n'est pas résécable, n'est pas opérable et n'est pas résécable, ou bien si la chirurgie n'a pas été retenue en RCP, à ce moment-là, toujours les essais cliniques en première intention si possible, sinon c'est la bi-chimiothérapie, donc cisplatine pémétrexate, ou bien c'est la bi-immunothérapie nivolumab et ipilimumab. Donc il ne faut pas non plus oublier à déclarer la maladie et la réparer. En Tunisie, c'est le tableau numéro 18 qui prévoit une réparation avec un délai de prise en charge de 40 ans. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse sur cette place. Merci, professeur Fatma Chermiti, pour cette très bonne mise au point sur la prise en charge du mésothéliome malin pleural en 2022. Donc, tu as tout évoqué. Et maintenant, la parole à la salle pour tes questions. Merci Fatma pour cette excellente conférence. Pour la place du PET scan, finalement, je n'ai pas très bien saisi, mais finalement, dans tous les cas, si le malade est opérable, on doit terminer par la vérification des adénopathies médiastinales. Quelles que soient les données du PET scan, sur le thorax. S'il y a une fixation. S'il y a une fixation, donc il faut aller vérifier, donc normalement, si c'est vraiment positif. Histologiquement, il faut le prouver parce que c'est ça ce qui compte pour le chirurgien, c'est de confirmer une atteinte ganglionnaire. Il y en a ceux qui proposent systématiquement une biopsie donc, systématique s'il y a des ganglions, donc une biopsie systématique par EBUS ou bien par échographie transœsophagienne. Donc il faut s'assurer, en fait le message c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire pour qu'on puisse proposer le patient à la chirurgie. Donc si l'examen est négatif, on s'arrête là, sur le plan médiastin. S'il y a des adénopathies qui ne fixent pas sur le PET scan. Normalement, oui, mais il faut faire une imagerie cérébrale, une IRM cérébrale, il faut donc... Seulement sur le médiastin, sur les adénopathies. Je ne parle pas sur le reste. Bien sûr, on parle de l'atteinte ganglionnaire. Donc c'était ça le message, c'est il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'une atteinte ganglionnaire. PET scanner, éventuellement une EBUS, voire même une médiastinoscopie. Alors, on peut faire une médiastinoscopie première pour vérifier que si le patient a une atteinte ganglionnaire ou pas. Ici, ce n'est pas le cas, donc probablement rediscuter la chirurgie après. Est-ce qu'on peut faire un traitement néoadjuvant avant la chirurgie dans le cadre du mésothéliome pleural malin? Est-ce que, comme dans les autres cancers pulmonaires, oui, ça a été évoqué? Oui, j'ai évoqué surtout la possibilité de faire une radiothérapie, mais c'est des essais cliniques, pas non, chimiothérapie. Chimiothérapie. Oui. Il y a des essais qui ont tenté la chimio néoadjuvante et puis donc proposer une chirurgie, puis il y a un chimio, puis chimio post-opératoire, radiothérapie post-opératoire. Oui, il y a une possibilité, oui. Mais ça, en fait, ce qui caractérise le mésothéliome, c'est qu'il y a plusieurs essais, mais il y a des données contradictoires quelque part, et donc finalement, on sort avec finalement
on reste que très peu de chirurgie et finalement les patients, c'est des patients qui sont localement avancés mais ils sont candidats plutôt à un traitement systémique. Et la chirurgie, c'est une pleurectomie, c'est quoi? Actuellement, on recommande plutôt la pleurectomie décortication qui peut être élargie et plus la pneumonectomie extrapleurale parce que finalement, elle n'est pas associée à de bons résultats, plutôt à une mortalité plus élevée. Oui, parce que le geste est très lourd. Le geste est lourd. Tout à fait. Oui. Concernant l'anapathe, est-ce qu'on est toujours obligé de faire l'immunohistochimie ou pas? Oui. Particulièrement dans les formes mixtes, où on est presque formel lorsqu'on trouve, c'est-à-dire la forme épithéléoïde et la forme sarcomateuse, la forme mixte particulièrement. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'immunohistochimie? Oui, c'est écrit que c'est incontournable l'immunohistochimie dans le mésothéliome et il faut surtout que ça soit validé par un expert en la matière. Une autre question? Quel est le pourcentage de mésothéliome en Tunisie? Première question. Et deuxième question. On n'est pas très fort en chiffres, je vous réponds tout de suite. Et on n'a pas d'études nationales. On voit en gros 2-3 cas par an. Là où je travaille à l'hôpital, le service de chirurgie thoracique est un service de référence à l'échelle nationale. Et donc finalement, on finit par voir pratiquement tous les cas. Mais ce n'est pas très fréquent. D'accord. La deuxième question, vous avez parlé de les gens qui peuvent bénéficier de Carbo, Alimta et Avasta. Il y a le traitement d'entretien aussi par Avasta. Oui, oui. Après, je ne sais pas si peut-être j'ai mal attendu. Hein. Oui. Et seulement la dernière remarque, en France, les bithérapies, c'est pas encore, c'est en ATU en fait. Elle n'est pas encore. Ah oui, oui. Il faut faire une autorisation. Bi-immunothérapie? Oui, oui, les c'est en autorisation. Et même, je pense qu'en France, il n'y a pas la même pour le bevacizumab. En association, on l'utilise, mais il n'y a pas la même pour l'associer au cisplatine pémétrexel. Il n'y a pas la même spécifique, c'est-à-dire au mésothéliome. Et puis la tolérance, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tolérance de bithérapie? Immunothérapie. Oui. On n'a pas, franchement, on n'a pas beaucoup d'expérience en matière parce que on a les médicaments finalement, on a le niveau qui vient d'arriver, on n'a pas l'immunothérapie encore en Tunisie et donc sur le plan expérience personnelle, je ne peux pas vous répondre. Mais ce qui est décrit, rapporté dans la littérature finalement, que c'est des toxicités majoritairement de grade 1-2, très peu de grade 4 et donc finalement ils retiennent que pour les patients, s'ils ont été sélectionnés déjà sur la base d'un bon PS, finalement on arrive à gérer les toxicités d'immunothérapie digestive ou cutanée principalement. Donc Fatma, d'après cet exposé, la chimiothérapie, donc ça marche au début, mais par la suite il y a l'échappement. Oui. La chirurgie, c'est une chirurgie qui est très lourde. Oui. Très lourde. Oui. Même associée à la chimiothérapie et à la radiothérapie, donc la survie n'est pas très bonne. Oui, oui. Donc, est-ce que vous croyez que l'avenir c'est l'immunothérapie dans le mésothéliome? La radiothérapie? L'immunothérapie. Je pense, oui, clairement que là, les choses sont claires, notamment parce que finalement, très peu de chirurgie, et même pour les patients localement avancés, très peu de patients finissent en chirurgie, et on a même ceux qui ne proposent pas de chirurgie en dehors des essais cliniques. Donc, je pense là que l'immunothérapie est en plein développement dans le mésothéliome. Et le nombre d'études, déjà, il est conséquent. Dernière question. Hein? Oui, excusez-moi. Pour la prise en charge, déclaration maladie professionnelle, donc 40 ans, mais il faut faire la preuve d'exposition à l'amiante, parce que moi j'ai le cas d'une dame, elle n'a jamais travaillé en contact avec l'amiante, ou du moins ça n'a jamais été démontré, ni elle ni son mari. Apparemment, elle n'a pas travaillé dans une entreprise où il y a des couvertures en amiante, et elle a été atteinte d'un mésothéliome pleural malin. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Et puis pour la durée de prise en charge 40 ans, ça veut dire qu'il y a un délai de 40 ans pour la déclaration, c'est ça? Oui, le délai de prise en charge, c'est 40 ans pour les après pathologies. l'exposition. Oui, ça peut aller, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 40 ans, étant donné que finalement le délai de déclaration de la maladie après l'exposition, c'est 20 à 40 ans. Oui. Pour le mésothéliome pleural malin, pour les pathologies bénignes telles que les plaques d'asbestose, etc., là, sur le tableau tunisien numéro 18, c'est 20 ans. C'est 20 ans.
Et finalement, oui, on a un problème. Ils finissent par avoir la réparation, la reconnaissance et la réparation, mais c'est une procédure. Non, non. C'est une procédure, on les envoie systématiquement bien sûr en médecine de travail, il y a des enquêtes qui se font avec déplacement sur place. Le problème se pose quand c'est pas évident, quand vous venez de le dire, quand l'exposition elle n'est pas évidente. Oui. C'est une procédure longue, mais les tout derniers 2 patients que j'ai pris en charge pour un mésothéliome, ils ont fini, après une longue procédure, d'avoir une réparation. Merci Fatma, merci encore une fois pour cette très belle conférence.